OK. Alors, il est midi. Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Merci à Better de m'avoir invité pour vous parler un petit peu de la lecture de glycémie en continu et de mieux comprendre et analyser les rapports de glycémie en continu. Alors, je me présente, je m'appelle Marie Raffray, je suis infirmière et coordonnatrice de recherche à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Je travaille sur l'équipe du docteur Rémi Rabassa-Lauré. Alors, je vais vous demander de poser vos questions durant la présentation dans la section questions-réponses sur le Zoom. On va attendre jusqu'à la fin de la présentation. Je vais m'assurer de terminer 10 minutes ou 15 minutes avant 12h45 pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, on va parler de la lecture de glycémie en continu. On va réviser certaines caractéristiques de la lecture de glycémie en continu. Ensuite, on va voir comment on télécharge les lecteurs de glycémie en continu pour pouvoir visualiser les rapports. Sur ces rapports, on va regarder les données importantes que les rapports nous donnent et aussi, on va réviser les recommandations cliniques. Ensuite, on va vous aider à l'aide d'un outil de faire l'analyse de ces rapports et on va pratiquer avec un ou deux exemples de rapports pour pouvoir vous donner un peu une idée de comment faire. Alors, pour commencer, je vais juste réviser certaines particularités de lecture de glycémie en continu. Alors, juste en résumé, au Canada, en ce moment, il y a vraiment trois compagnies, trois différents lecteurs de glycémie en continu qui sont disponibles sur le marché. Alors, il y a le Freestyle Libre, le Dexcom et le Guardian 3 qui est associé à la pompe Medtronic. Alors, pour le Freestyle, ce qui est particulier avec ce système-là, c'est un système flash de surveillance de glucose en continu. Parce que avec le récepteur ou le téléphone, il va falloir apporter le récepteur ou le téléphone près du capteur sur le bras pour pouvoir voir la glycémie. Par contre, avec le Dexcom et le Guardian, ce sont des systèmes de surveillance de glucose en continu en temps réel où les valeurs de glycémie sont toujours affichées et il n'y a aucune intervention, disons, à faire pour aller chercher cette valeur. Alors, pour commencer, on aimerait juste faire une petite révision entre la lecture de glycémie capillaire qu'on prend avec un glucomètre et la lecture de glycémie en continu qui va être la glycémie, en fait, ça va être la glycémie dans le liquide interstitiel. Alors, c'est vraiment une technologie qui est différente et c'est vraiment important de comprendre cette nuance pour pouvoir bien utiliser le système. Alors, lorsque vous prenez une glycémie capillaire, prenez une petite piqûre sur le doigt, alors on prend vraiment la glycémie qui est directement dans le sang. Par contre, avec la lecture de glycémie en continu, l'appareil va mesurer le glucose qui est dans le liquide interstitiel. Vous voyez bien sur le graphique, ça va être la petite zone juste en dessous de la peau où la sonde du capteur est insérée et c'est ça que le capteur va mesurer. Alors, sachant ça, il faut prendre en compte qu'il peut avoir un délai de 10 à 15 minutes entre une lecture de glycémie dans le sang et la lecture de glycémie dans le liquide interstitiel. Puis je vais parler un petit peu plus tard de quand ce délai est vraiment important et de vraiment le prendre en compte. Finalement, justement, à cause de ce délai, en cas de doute, on recommande toujours de prendre une glycémie capillaire pour valider la lecture de glycémie sur le lecteur de glycémie en continu. La question se pose, c'est si cette technologie de lecture de glycémie en continu est précise et la réponse est oui. Alors, cette technologie, maintenant, ça fait des années qu'on l'utilise, on a beaucoup d'expérience avec, puis tous ces appareils adhèrent aux recommandations de Santé Canada pour la mesure de la glycémie. Alors, comme je vous ai dit tantôt, il faut vraiment comprendre cette nuance de délai de 10 à 15 minutes entre la glycémie capillaire et la lecture de la glycémie en continu. Alors, quand est-ce que c'est important de prendre cela en compte? C'est vraiment pendant les périodes de fluctuation rapide de la glycémie.
C'est-à-dire, ça peut être pendant le sport, ça peut être pendant une hypoglycémie, alors quand la glycémie baisse rapidement, à l'inverse, quand on traite l'hypoglycémie et quand elle remonte rapidement, ou après un repas. Alors pendant ces périodes-là, c'est là où la valeur va peut-être avoir une plus grosse marge d'erreur et il va falloir faire attention, se fier un peu plus sur les flèches de tendance et prendre une glycémie capillaire au besoin. Ensuite, le jour de port du capteur peut aussi avoir un effet sur la précision. Alors, certains capteurs, on voit que les premières 24 heures, la lecture va être un petit peu moins précise, mais avec le temps, en fait, ça va devenir de plus en plus précis. La zone aussi où le capteur est installé peut avoir un effet sur la lecture de glycémie en continu. En général, en arrière du bras, c'est plus précis. Je dirais que ça va varier aussi de personne en personne. Une autre chose à penser aussi, c'est lorsqu'on s'allonge sur un capteur et que justement la zone en dessous de la peau, on l'écrase un petit peu, ça peut avoir un effet sur la lecture des glycémies en continu. Et ça, on le voit souvent, par exemple, pendant la nuit, quand les personnes s'allongent sur leur dos, sur leur ventre ou sur leurs bras. Finalement, pour le Guardian Sensor 3 uniquement, qui requiert toujours une calibration aux 12 heures, la calibration du capteur va être aussi importante. Alors, c'est important de bien calibrer le capteur pour qu'il soit bien précis. Alors maintenant qu'on a cette technologie qui est disponible, ça fait assez longtemps, on a beaucoup d'expérience avec la lecture de glycémie en continu. On voit qu'il y a vraiment de nombreux avantages et bénéfices. En tant que professionnel de la santé, ça nous aide énormément pour améliorer la gestion de la glycémie et faire des ajustements thérapeutiques. Par contre, aussi pour l'utilisateur, pour les personnes qui vivent avec le diabète, on voit aussi que ça diminue le fardeau de la gestion des glycémies au quotidien. Par contre, est-ce qu'on optimise vraiment l'utilisation de ces données pour les utilisateurs? C'est-à-dire, on sait que les professionnels de la santé, on regarde les rapports, on les analyse, mais est-ce que les personnes qui vivent avec le diabète, qui portent les lecteurs de glycémie en continu, est-ce qu'eux aussi ils bénéficient de justement toutes ces données? Alors, selon une étude australienne où 138 participants des personnes qui vivent avec le diabète de type 1 ont été sondés, on a vu que en fait, ils nous disent que les rapports de lecture de glycémie en continu, c'est compliqué à analyser. Alors, il y a peu de personnes qui vont analyser leur rapport avant le rendez-vous. En plus, la plupart disent qu'il y a un besoin de plus de ressources, d'avoir des outils pour les aider à mieux comprendre comment analyser leur rapport. Et finalement, pour ceux qui analysent leur rapport, on voit qu'il y a quand même une relation entre le contrôle glycémique. Alors, ceux qui savent comment analyser leur rapport vont souvent avoir un meilleur contrôle glycémique. Alors, en fait, ça nous amène à notre objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider et vous outiller à pouvoir faire une analyse de vos rapports de lecture de glycémie en continu. Alors, avant de faire l'analyse des rapports, il faut savoir comment télécharger les rapports. Et vous allez voir que dépendant du système de lecteur de glycémie en continu que vous portez, il va y avoir différentes plateformes associées à la compagnie pour faire l'analyse et visualiser les rapports. Alors, il y a un outil sur Better qui vous donne cette information-là. Par contre, je vais essayer d'expliquer très brièvement par système comment faire le téléchargement du rapport. Alors, pour Dexcom, il y a une application mobile sur le téléphone qui s'appelle Dexcom qu'on utilise pour visualiser les glycémies en temps réel. Si on veut voir des rapports, il faut télécharger une application en plus qui s'appelle l'application Clarity. Avec Clarity et l'application Dexcom, ils vont se parler et en fait, toutes les données de Dexcom vont aller sur Clarity et là, vous pourrez visualiser des rapports.
Si vous utilisez le récepteur et pas votre téléphone pour le Dexcom, à ce moment-là, ça va prendre un câble et il faut connecter le récepteur à l'ordinateur, créer un compte sur Clarity sur le web pour pouvoir visualiser les rapports. Pour le freestyle, il y a deux applications, LibreLink et Libre2, différents, dépendant du modèle de freestyle que vous avez pour l'utiliser en tant que lecteur de surveillance de glucose en continu. Si vous voulez voir des rapports, il faut se créer un compte sur la plateforme LibreView sur le web, alors sur l'ordinateur. Et lorsque vous créez ce compte, les données de l'application mobile vont automatiquement se télécharger sur LibreView. Alors ça, c'est très pratique. Si jamais vous utilisez le récepteur, encore là, ça va prendre un câble. Il faut se brancher à l'ordinateur pour pouvoir télécharger le récepteur. Et finalement, pour ce qui est la pompe Medtronic, avec la nouvelle pompe qui est disponible maintenant, c'est la 770G, il y a une application sur le téléphone qui s'appelle MiniMed, que vous pouvez télécharger et utiliser, et ça va vous donner encore les données en temps réel. Si vous voulez visualiser des rapports, il faut créer un compte sur CareLink pour pouvoir visualiser les rapports. Avec l'application MiniMed, les données automatiquement vont se télécharger sur votre compte CareLink. Alors, c'est aussi un avantage. Pour les pompes des versions moins récentes, plus anciennes, ça va être toujours le glucomètre Contour Next avec la petite clé USB qu'il faut connecter à l'ordinateur pour pouvoir télécharger la pompe sur la plateforme CareLink. Alors maintenant que vous savez comment télécharger les rapports de votre système de surveillance de glucose en continu, quel rapport choisir? Parce qu'il y en a plusieurs. Alors en général, ce qu'on va vraiment réviser aujourd'hui, ça va être le rapport qu'on appelle le rapport PGA, qui est le profil de glucose ambulatoire, où on se réfère aussi à la version anglaise qui est AGP, Ambulatory Glucose Profile. Alors, dépendant de la différente compagnie, ça va avoir justement différents noms, mais en général, c'est le rapport PGA ou AGP qu'on veut visualiser. On veut s'assurer de sélectionner une période de 14 jours. Pour Medtronic, ils utilisent un autre terme. Ils n'utilisent pas le PGA ou l'AGP. Ça va être le rapport d'évaluation et progression. Alors maintenant, avec le rapport PGA qu'on va télécharger, qu'on va aller visualiser sur les 14 derniers jours, quelles sont les données importantes et les recommandations cliniques. Alors, sur votre rapport de PGA, voici des mesures que vous allez voir. Alors, en premier, vous allez voir un pourcentage, il va vous dire le pourcentage de temps que vous étiez dans la cible. Alors, quand on dit la cible, ça va être entre 4 et 10 millimoles par litre. Le pourcentage de temps que vous passez en hypoglycémie, en dessous de 4, et le pourcentage de temps que vous passez en hyperglycémie. Alors, selon les recommandations et les lignes directrices, on vise à avoir au moins 70% du temps passé dans la cible, moins de 4% du temps en hypoglycémie et moins de 25% du temps en hyperglycémie. Une autre mesure qui va être intéressante à regarder, ça va être la mesure qui nous donne de l'information sur la variabilité de la glycémie. Alors, ça va être la mesure du coefficient de variation, qui va être un pourcentage. Et ce qu'on vise avec ce chiffre, c'est d'avoir un coefficient de variation de moins de 36%. Ensuite, une autre mesure qui est importante à vérifier en premier, en fait, ça va être le pourcentage de données enregistrées dans le rapport. C'est-à-dire que si vous analysez votre rapport, mais qu'au final, il y a plein de trous et il n'y a pas beaucoup de données, ça peut être représentatif. Alors, ce qu'on veut, c'est au moins 70% de données pour pouvoir faire une analyse du rapport. Ensuite, le rapport va aussi vous donner une hémoglobine glyquée estimée et on vise 7% au moins
en diabète. Alors ça, c'était les mesures clés. Maintenant, en plus de ça, il va y avoir un graphique qui va être le profil glycémique ambulatoire qui va vous donner en fait un visuel sur vos tendances et votre contrôle glycémique. Alors, ce visuel, en fait, c'est un graphique qui met toutes les données de glycémie sur la période de 14 jours sur une période de temps de minuit à minuit, alors sur 24 heures. C'est-à-dire que si on regarde le graphique à 6 heures du matin, on peut voir qu'il y avait des moments où cette personne était à 4, d'autres moments qu'elle était à 10. Alors, ça donne vraiment toutes les glycémies sur ces 14 jours-là entre minuit et minuit. Alors, lorsqu'on visualise ce rapport, on va vraiment se focaliser sur les deux lignes rouges qui démontrent en fait la zone des cibles glycémiques. Alors, ce qu'on aimerait, c'est que toutes les données rentrent entre le 4 et les 10. C'est sûr que dans un monde idéal, c'est ce qu'on veut, mais ça va être très difficile d'atteindre un 100% dans les cibles, mais c'est ce qu'on vise visuellement. Ensuite, la ligne bleu foncé, qui s'appelle la médiane, c'est vraiment le point central à chaque moment de la journée. Et je vais en parler un peu plus tard de ce qu'on peut faire avec cela. La zone bleue un peu plus foncée représente le 25e au 75e percentile qui représente 50% de vos données. Et ensuite, la zone bleu clair, qui est un peu plus large, représente le 10e au 90e percentile qui représente 80% des valeurs de glycémie. Alors, comment faire l'analyse? Alors, on va vous montrer un outil et une façon systématique d'analyser le profil glycémique ambulatoire. Alors, on le fait en 3 étapes. Alors, la première, ça va être de détecter s'il y a des hypoglycémies. La deuxième, ça va être de regarder et évaluer la variabilité glycémique. Alors, on va regarder les étendues des zones de percentile du 25e au 75e et du 10e au 90e percentile. Et finalement, on va regarder, selon la médiane, si on voit certaines tendances glycémiques qui sont très prononcées. Alors, voici l'outil avec ces 3 étapes. On va aller en détail dans les 3 étapes, puis on va faire un peu de pratique plus tard. Mais vous pouvez le trouver sur Better dans la section outils, méthode d'analyse du PGA. Je dis que c'est un outil qui est très utile et je vous encourage d'aller le regarder. Alors, si on regarde nos étapes, la première étape, ça va être l'hypoglycémie. C'est toujours notre priorité, c'est de regarder s'il y a de l'hypo et combien d'hypo et c'est où que ça se passe l'hypo. Alors, la première chose qu'on regarde, c'est on va en fait regarder le seuil de la limite inférieure de la cible, alors la ligne rouge qui est à 4 mmol par litre, et on va regarder si la ligne du 25e ou du 10e percentile frôle cette bande rouge-là sur le 4 mmol. Alors ça va nous dire un petit peu où sont la fréquence d'hypo, mais aussi les périodes où on voit qu'il y a plus d'hypoglycémie. L'autre mesure clé, comme je vous dis tout à l'heure, c'est de regarder le temps passé en hypoglycémie, parce que tout ça, ça va être calculé. Vous allez avoir des chiffres. Alors, vous allez regarder le pourcentage de temps passé en hypoglycémie pour pouvoir quantifier tout cela. Voilà. Alors ici, par exemple, on peut voir qu'il y a une tendance d'hypoglycémie un peu plus en soirée, à partir de 18h vers minuit. Alors, un peu plus sur l'hypo avec la lecture de glycémie en continu. Juste des petites astuces. Une façon de pouvoir mieux prévenir l'hypo avec la lecture de glycémie en continu, c'est de mettre un seuil d'alarme un peu plus élevé pour qu'au lieu d'attendre d'être en hypoglycémie, mais que le CGM vous alarme un peu en avance pour que vous pouvez prendre une action pour la prévenir. Ensuite, si vous voyez sur votre rapport que vous avez vraiment
beaucoup d'hypoglycémie, plus de 4% d'hypoglycémie qui est en fait la recommandation clinique, à ce moment-là, ce serait une bonne idée de parler à son équipe de soins. Ou au contraire, si par exemple sur votre rapport, vous voyez qu'il n'y a pas d'hypoglycémie, mais vous sentez que vous êtes toujours en train de changer vos activités ou prendre des actions pour prévenir l'hypo, vous évitez le sport, vous êtes constamment en train de prendre des collations, etc. Là aussi, c'est un petit drapeau rouge de dire, ben, là, il y a quelque chose qu'il faut changer. Ce serait une bonne idée d'en parler à votre équipe soignante. Et finalement, autour de l'hypo, j'encourage de plus en plus, vraiment, s'il y a un doute, ou ça va aussi vous aider à avoir plus confiance à comment bien interpréter votre lecteur de glycémie en continu, mais c'est de prendre des glycémies capillaires. Parce qu'on voit que dans la zone d'hypo, le lecteur, il est vraiment moins précis, surtout quand la glycémie, elle change très rapidement. Alors, autant pour l'hypo, mais aussi pour le traitement d'hypo. Alors ici, à l'IRCM, on fait une étude justement là-dessus et on voit que justement, tout autour de l'hypo, le lecteur de glycémie en continu a du mal à suivre. Alors, quand on traite l'hypo, il faut vraiment se donner un bon 30 à 45 minutes. Ça peut prendre jusqu'à autant de temps que ça pour que l'hypo sur le lecteur de glycémie en continu, enfin que la glycémie, la valeur augmente au-dessus de 4. Alors, je dirais, dans ces périodes-là, de se fier un peu plus sur les flèches de tendance, d'être patient, puis de prendre des glycémies capillaires si jamais on a un doute pour éviter qu'on se traite trop et ensuite qu'on fait des hyperglycémies de rebond. Alors, l'étape 2, ça va être la variabilité glycémique. Alors, ici, on va regarder l'étendue des zones de percentile et on va aussi regarder le coefficient de variation. Alors, c'est un exemple, en fait, pour vous montrer deux différents rapports. On voit qu'en haut, il y a peu de variabilité. Les zones sont pas très larges. Alors, ici, on voit que le coefficient de variation, il est 17%. Puis en bas, il y a vraiment plus de variabilité et c'est 38%. Alors, lorsqu'il y a beaucoup de variabilité, ce qu'on conseille, c'est d'aller vraiment plus au journal quotidien pour voir pourquoi il y a autant de variabilité, qu'est-ce qui fait que parfois notre glycémie, elle est basse ou elle est haute à la même période de la journée pour essayer de minimiser cela et comprendre les facteurs. Alors, pour la variabilité, il y a tellement de différents facteurs qui peuvent influencer. Cela, c'est vraiment, je dirais, le plus difficile, c'est de diminuer la variabilité. Après, une fois que les choses sont, que la glycémie est quand il y a moins de variabilité, c'est plus facile à déterminer les tendances. Sur l'outil, je vous encourage d'aller regarder parce qu'il y a vraiment tous les différents facteurs que vous pouvez vous poser des questions, avoir une réflexion et avoir vraiment un discours avec votre équipe soignante pour voir quelles sont les causes de variabilité de la glycémie. Ensuite, s'il n'y a pas trop de variabilité, à ce moment-là, on peut vraiment regarder la médiane et évaluer des tendances glycémiques. Et une fois qu'il y a des tendances qui sont très claires, une faible variabilité, c'est là qu'on peut ajuster nos doses d'insuline. Alors, on va terminer la session avec quelques exemples pour pouvoir bien comprendre et réviser comment analyser cela. Alors, ici, on a Patrick, et ça, c'est son rapport de PGA. Alors, premièrement, on voit qu'on prend les 14 derniers jours. On voit que son capteur, on a les données qui sont enregistrées 95% du temps. Alors, c'est complet. Et ensuite, on va commencer à évaluer le rapport de PGA en faisant les 3 étapes. Alors, la première, ça va être d'évaluer la présence d'hypoglycémie. Alors, si on regarde en bas sur le graphique du PGA, on va regarder la zone d'hypoglycémie, puis on voit qu'il n'en fait pas. Et si on regarde aussi sur les pourcentages, on voit que pour le pourcentage d'hypoglycémie, c'est 0. Alors, pour ce cas-là, il n'y a pas d'hypoglycémie. Ensuite, on va regarder la variabilité.
Alors, comme vous avez vu, ici, il y a énormément de variabilité glycémique. Les zones, les zones de percentile sont larges. Et si on regarde aussi le coefficient de variation, il est à 43,7%, qui est élevé. Alors, dans ce cas-ci, normalement, quand il y a beaucoup de variabilité, on ne va pas vraiment se fier aux tendances. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le journal quotidien et voir si on détecte des tendances. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une tendance très claire d'une montée de glycémie en 9h et midi, puis une baisse en midi et peut-être 17h. Mais pour être sûr que c'est une vraie tendance, on part dans le journal quotidien pour voir si on le voit souvent. Et quand je suis allée dans le journal quotidien, effectivement, je vois que c'est une tendance assez évidente. Alors, pour Patrick, si on repart dans l'ordre des étapes, hypoglycémie, il n'y en a aucune, alors ça, c'est bien. Par contre, il y a beaucoup de variabilité. Alors, c'est là où on peut essayer d'utiliser l'outil, regarder dans le journal quotidien et puis essayer de comprendre pourquoi il y a autant de variabilité de jour en jour. Est-ce qu'il y a des oublis d'insuline? Est-ce qu'il y a des lipodystrophies? Ces journées qu'on fait du sport, des journées qu'on mange au restaurant, etc. Ensuite, pour les tendances, malgré qu'il y a une grosse variabilité, on voit que la tendance de la hausse au déjeuner est marquante et récurrente. Alors, c'est là où on pourrait faire un ajustement d'insuline. Sûrement un ajustement au niveau de son besoin d'insuline au déjeuner. Alors, on va revoir les comportements, les doses d'insuline pour le repas du déjeuner. On va tenter d'identifier les causes de variabilité. Et puis, c'est là où on pourrait venir auprès de la nutritionniste et de l'infirmière pour dire, ben voilà, j'ai remarqué cette tendance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter cette hausse au déjeuner? Alors, revoir les doses d'insuline, peut-être la composition des repas ou peut-être le calcul de glucides à réviser. Alors, j'ai terminé avec un autre rapport. Ici, c'est Jessica. Alors, quand on regarde, elle a bien ces derniers 14 jours, elle a 99% des données. On va aller étape par étape. On regarde le pourcentage d'hypoglycémie. Et si on regarde, c'est 7%. Alors, elle fait beaucoup d'hypoglycémie. Si on regarde en bas sur le rapport PGA, et qu'on essaye de chercher les périodes où il y a des hypoglycémies, on voit que c'est pas très clair, là, c'est assez éparpillé pendant la nuit, pendant la journée. Par contre, il y a une zone, je dirais dans la soirée, là, entre 19h et minuit, ou 21h et minuit, où il y a vraiment plus d'hypo. Ensuite, on va regarder la variabilité. C'est à 35,5%. Alors, c'est adéquat, c'est modéré, je dirais. Et finalement, quand on regarde les tendances, on voit qu'il y a des tendances assez claires. Alors, une baisse entre 9h et midi, une autre baisse entre 18h et 22h. Alors, si on fait un petit rapport d'évaluation sur le PGA, on voit qu'il y a un problème avec les hypoglycémies. Alors ça va être notre priorité de les diminuer. La variabilité est modérée, mais on voit que le CV est en dessous de 36%. Alors, c'est pas si mal. Et puis, finalement, les tendances, il y en a quelques-unes, mais celles qu'on va vraiment on va se focaliser surtout sur les tendances à la baisse, parce que c'est là où il y a des risques d'hypoglycémie. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi ça baisse autant pendant ces périodes de la journée, et surtout que ça la met à risque d'avoir des hypos pendant ces périodes de la journée. Alors, on va revoir tout ce qui est comportemental, puis les doses d'insuline. Ça, c'est encore sur l'outil. On peut se reposer un peu les mêmes questions sur ces différents facteurs, mais on va vraiment se focaliser sur les causes majeures d'hypoglycémie. Alors, est-ce que c'est un mauvais calcul des glucides? Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est les doses d'insuline, dépendant si elle est sur une pompe ou elle prend, s'injecte par stylo? Alors, c'est ça qu'on va réviser avec la nutritionniste et l'infirmière pour voir comment on peut diminuer les hypos, chercher les causes
voir si on peut ajuster les doses d'insuline, ou aussi parfois c'est juste ajuster nos stratégies, par exemple en lien avec l'exercice et l'activité physique. Alors voilà, ça fait pas mal le tour. Alors en conclusion, on voit que la lecture de glycémie en continu, c'est une technologie qui est très utile pour tout ce qui est la gestion de glycémie, puis aussi le suivi clinique avec les professionnels de la santé. On a vu que les rapports sont facilement accessibles. Alors, j'espère que je vous encourage à les regarder de temps à autre pour vous aider à vous-même avoir une meilleure gestion de votre glycémie, une autogestion. On a révisé les mesures clés et les recommandations cliniques, mais je voulais quand même mettre l'emphase que chaque personne est différente, chaque diabète est unique. Alors, si vous n'avez pas nécessairement ces mesures-là ou vous n'atteignez pas nécessairement les recommandations cliniques, ça ne veut pas dire que vous avez un mauvais contrôle. Ça va être vraiment à individualiser avec votre équipe de soins. Aussi, je vous encourage de prendre des glycémies capillaires autour des moments où il y a des grosses fluctuations glycémiques. Ça va vous aider peut-être à prendre des meilleures décisions et aussi peut-être vous mettre plus en confiance aussi, surtout quand tout ce qui est autour de l'hypo. Je dirais que la chose la plus difficile à changer ou à améliorer dans un diabète, ça va être de diminuer la variabilité glycémique. Alors, si vous avez un diabète, beaucoup de variabilité sur votre rapport, ce que je vous conseille de faire, c'est qui va vous aider, c'est de vraiment, pendant une période de 2 semaines, de documenter le plus possible sur vos rapports et de réviser les facteurs justement qui causent cette variabilité. Le plus d'informations qu'on a, le mieux c'est. Alors, lorsqu'il y a plus de variabilité, vous allez voir votre nutritionniste, infirmière ou médecin va vraiment aller jour au jour. Puis, si vous pouvez écrire les moments que vous faites l'exercice, les moments que vous mangez, les doses d'insuline que vous prenez, ça va vraiment aider à comprendre les choses et améliorer votre contrôle glycémique. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Je vais regarder si on a des questions. Je vais arrêter le partage pour l'instant. Alors, la zone où le capteur est appliqué peut faire varier la lecture de combien? Alors, ça ne va pas nécessairement varier la lecture de la glycémie en continu, c'est juste que ce que les études ont démontré, après, je pense aussi votre expérience personnelle est très importante, mais ce qu'en général, quand on le met derrière le bras, il va être un petit peu plus précis. Et je dirais que ce n'est pas assez pour faire des grosses différences là, parce que tous ces appareils sont testés. Le Freestyle Libre, c'est uniquement derrière le bras, mais disons que le Dexcom a été testé à différentes zones aussi parce que c'est indiqué de le porter aussi à différentes zones. Alors, c'est sécuritaire de le porter à différentes zones, mais en général, ce qu'on dit, c'est que derrière le bras, c'est un peu plus précis. Alors, c'est quelque chose vraiment à tester à la maison. Je ne dirais pas que c'est le cas pour tout le monde. Ici, existe-t-il des ressources de la littérature montrant des PGA et des profils de glucose quotidien? Celle-là, ça a déjà été répondu peut-être. Alors, c'est quoi le GMI fourni par Clarity dans son rapport? Oui, alors le GMI, c'est le Glucose Management Indicator. Ils ont juste trouvé un autre terme, mais parce qu'ils ne voulaient pas le confondre avec l'hémoglobine glyquée, qu'on prend avec une prise de sang clinique. Mais en fait, c'est un calcul mathématique avec toutes les... Comme on a la donnée en continu, c'est un calcul mathématique qui vraiment nous donne une hémoglobine glyquée estimée sur 14 jours.
Alors, c'est la même chose que l'hémoglobine estimée. C'est juste l'acronyme anglais. J'ai du mal à voir. Okay. Alors, lequel est plus recommandé, Clarity ou Gluco? Je dirais pour visualiser vos rapports rapidement sur votre téléphone, c'est bien d'avoir Clarity parce que vous n'avez pas besoin de vous connecter sur un ordinateur. Gluco, il faut se connecter sur un ordinateur. Après, c'est vraiment par préférence parce que les deux montrent la même chose. Moi, personnellement, je préfère Clarity que Gluco, mais l'avantage avec Gluco, c'est que vous avez aussi, si vous êtes sous pompe tandem, vous avez aussi vos données de pompe en même temps que les données de CGM. Après une hypoglycémie, combien de temps faut-il attendre pour faire confiance au freestyle? Alors, comme j'ai dit, ça va vraiment dépendre, c'est cas par cas. Par contre, après l'hypoglycémie, c'est là où il faut attendre au moins le 15 à 30 minutes pour voir déjà si la flèche de tendance commence à changer. Si le lecteur de glycémie en continu montre qu'il y a encore, c'est toujours en dessous de 4, moi, je prendrais une glycémie capillaire si on a un doute. Parce que c'est possible que vous êtes déjà à 4,5, à 4,7, que c'est en train de monter. Puis ça va vous induire en erreur. Vous allez reprendre un 15-20 grammes de sucre. Puis 15 minutes plus tard, vous allez être à 10. Alors, je dirais prendre un bon 20-30 minutes, regardez la flèche de tendance, prenez une glycémie capillaire en cas de doute. Mais c'est mieux de vraiment d'attendre un petit peu plus longtemps. Alors, le capteur Freestyle 2, est-ce qu'il sera prochainement remboursé par la RAMQ? On espère que oui, normalement, c'est le plan, là, que bientôt ça devrait être remboursé. Est-ce que la présentation est disponible? Je pense que je vais laisser Sarah répondre, c'est qu'elle a déjà répondu. J'ai vu qu'on peut porter les capteurs sur le sein. Je n'ai jamais entendu que c'était un site pour le porter. Ce n'est pas un site qui est recommandé, mais c'est vrai que j'en ai vu, que j'ai vu pas mal de femmes le faire. Je dirais que ce serait à tester. Si vous voyez que c'est précis et que ça fonctionne, vous pouvez le continuer à le porter. Alors, c'est une bonne question. Compte tenu du délai de 15 minutes entre la mesure en continu et la prise de glycémie au doigt, y a-t-il des travaux en voie pour améliorer cette situation? Alors, oui, les compagnies sont toujours en train d'essayer de s'améliorer. C'est vraiment une question d'algorithme, en fait, parce que c'est de prédiction. On va toujours avoir ce délai entre la glycémie capillaire et la glycémie dans le liquide interstitiel. Alors, ça va être vraiment aux compagnies de voir comment ils peuvent mieux prédire à chaque fois en utilisant des différents algorithmes. C'est sûr que avec les nouvelles versions des capteurs, etc., qui vont sortir, ça devrait s'améliorer. Mais je dirais que ce délai n'est pas embêtant la plupart du temps. C'est-à-dire quand la glycémie est plus ou moins stable. Où c'est vraiment embêtant, c'est autour de l'hypoglycémie, parce que c'est une question de sécurité aussi. Et autour de l'exercice, quand la glycémie, elle peut bouger très rapidement. Alors, c'est là où c'est possible que peut-être qu'il y aura d'autres technologies qui vont utiliser d'autres facteurs autres que juste la lecture de liquide interstitiel pour mieux prédire la glycémie. Par exemple, fréquence cardiaque, des choses comme ça. Mais ça, c'est
je dirais, pour un futur. Comment porter l'écarteur sur l'avant-bras sans s'allonger dessus? C'est un très bon point. Je dirais la nuit, c'est difficile, ça arrive, on ne sait pas, on se tourne puis on s'allonge dessus. C'est possible que votre capteur va sonner et c'est juste là où il faut faire attention à ce que c'est une vraie hypo ou pas. Alors, c'est un peu embêtant d'avoir à se piquer la nuit, mais je dirais que ça peut arriver qu'on s'allonge dessus, puis pendant la nuit, ça sonne, puis ça dit qu'on est en hypo, mais on n'est pas en hypo, c'est juste qu'on était allongé dessus pendant trop longtemps. Peut-être mettre un petit oreiller ou quelque chose pour essayer de se positionner pour éviter cela. Mais ouais, je suis d'accord, côté pratique, je n'ai pas une solution miracle, mais juste de savoir que ça peut arriver et que si ça sonne, se dire, ah ben, je ne me sens pas en hypo ou je ne comprends pas, je ne suis pas en hypo, ben, c'est qu'on était juste allongé là-dessus. Alors, c'est une bonne question pour les rapports. Est-ce que c'est préférable d'utiliser 14, 30 ou 90 jours? Parce qu'effectivement, on peut utiliser différents intervalles de temps pour faire l'analyse. Ce qu'on a vu, en fait, on a choisi le modèle de 14 jours parce que on voit qu'en 14 jours, normalement, ça va représenter un peu notre contrôle glycémique. On va pouvoir aussi peut-être mieux cibler certaines choses. Ce qui est important quand on choisit les 14 jours, c'est que ce soit une période représentative. C'est-à-dire si vous étiez en vacances ou si vous étiez malade, si c'était une période où il y avait beaucoup de restaurants ou énormément de sport, quelque chose qui n'est pas représentatif de votre quotidien. Ce n'est pas le moment de faire l'analyse et de changer plein de choses. C'est mieux d'attendre puis vraiment choisir une période qui est vraiment plus représentative de votre quotidien. Si vous choisissez 30 jours, 60 ou 90 jours, là, ça devient un petit peu trop long. Puis on sait que les choses, surtout le 60-90 jours, les choses peuvent changer. Puis là, c'est comme si on a trop de données pour bien interpréter, analyser. Alors, je dirais c'est mieux de toujours se prendre les 14 jours et en clinique, c'est ce qu'on fait. Exercice des ressources ou de la lecture montrant des PGA pour des non-diabétiques. Par exemple, lorsque du sport ou lorsqu'ils mangent, j'imagine. Comme ça permettrait de savoir qu'est-ce qu'une courbe idéale avec une courbe avec un bon traitement ou une courbe avec un mauvais traitement. Oui, c'est vrai que des très sportifs utilisent cette technologie, mais pour d'autres raisons, pendant leur compétition au sport. Par contre, je dirais que ça ne va pas nous donner grand-chose comparé à un non-diabétique. On sait qu'un non-diabétique, sa courbe va être relativement plate. Puis ça va même varier, même de non-diabétique à non-diabétique. Mais je dirais que, en fait, où il faut se fier, ou nos lignes directrices, c'est vraiment, comme je vous ai montré, les recommandations cliniques. Alors, en fait, ce qu'on souhaite avoir, c'est les 70% dans la cible. Alors, on essaye de plus que la médiane soit vraiment tout le temps dans la cible. On essaye d'avoir le moins de variabilité possible avec des tendances glycémiques qui ne sont pas trop prononcées. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que la médiane soit le plus plat possible. C'est très difficile que ce soit vraiment complètement plat tout le temps, mais on ne veut pas des grosses hausses et des grosses descentes. C'est ça qu'on veut éviter. Alors, je dirais que c'est vraiment de se fier sur ces recommandations cliniques qui nous donnent des lignes directrices de qu'est-ce qui est un bon contrôle. Et quand on dit un bon contrôle, en fait, la raison qui développe ces lignes directrices, c'est vraiment qu'ils ont vu une corrélation entre, avec ces données-là, si je suis ces recommandations-là et ces cibles-là, c'est associé à avoir moins de complications liées au diabète plus tard. Alors, ce n'est pas juste pour avoir un bon contrôle glycémique. En fait, on essaye de viser ça pour avoir une bonne santé et que le diabète n'affecte pas d'autres choses dans notre santé ou dans notre vie plus tard.
Alors, je vais prendre une dernière question, puis il va falloir qu'on arrête le webinaire. Pendant combien de jours est-ce que le Dexcom offre une bonne précision? Alors, c'est vraiment pendant toute la vie du Dexcom. C'est les 10 jours que l'appareil fonctionne. C'est juste que on voit que les premières 24 heures, ça se peut qu'il soit un petit peu moins précis. Souvent, si je me rappelle bien, ça va être qu'il va fausser les glycémies un petit peu à la baisse. Mais encore là, ça va dépendre de personne en personne. Mais en général, le lecteur, il a été étudié, il a été mis sur le marché pour avoir une durée de vie de 10 jours. Et ces 10 jours vont être bons. Si jamais il y a des problèmes de précision au jour 4, au jour 3, au jour 6, on peut calibrer le Dexcom en fait, mais si jamais il y a vraiment des grosses marges d'erreur, à ce moment-là, c'est mieux d'appeler la compagnie et dire, bah, écoute, mon capteur, il est défectueux, puis ils vont vous renvoyer un capteur. Parce qu'il est censé être précis pendant les 10 jours. S'il y a un problème, ça arrive parfois qu'il y a un capteur qui est défectueux ou à l'installation, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Et c'est tout votre droit et c'est l'obligation de la compagnie de vous rembourser un capteur. OK. Alors, je pense que je vais terminer la séance pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément pour toutes vos questions puis votre attention. Puis, j'espère que ce sera utile pour vous. Merci.